Professeur Ilan Grel-Samer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons souhaité discuter avec vous d'un sujet en marge de l'actualité, mais c'est tout de même l'actualité extrêmement brûlante et douloureuse après l'attentat qui s'est produit il y a 2 jours dans la zone industrielle de Barkhane. Une des zones industrielles qui sont situées à l'entrée on va dire sur la ligne verte, à l'entrée de la Judée et de la Samarie. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement, et c'est une question que l'on retrouve même dans la presse israélienne de ce matin, est-ce que ces zones industrielles sont potentiellement ou sont véritablement, concrètement, des sortes de laboratoires de coexistence pacifique en général au jour le jour entre Israéliens et Palestiniens, ou finalement, et est-ce que peut-être finalement cette paix qui ne parvient pas à se concrétiser par le haut, c'est-à-dire par les leaders, par les chefs d'État, par les propositions de paix de Donald Trump ou les autres propositions de paix, eh bien peut-être qu'elle peut peut-être venir plus facilement en dépit des obstacles, hein, comme celui comme cet attentat d'il y a 2 jours, par le bas, on va dire la proximité entre juifs et arabes, israéliens et palestiniens dans la vie de tous les jours, dans le travail, et que cela permette quelque part de nouer des relations qui permettent d'apaiser des tensions, à votre avis? Bon, ma réponse est négative sur le plan politique. Il n'y a aucune raison pour laquelle le fait de travailler ensemble sur les mêmes machines dans la vie quotidienne, de manger un sandwich ensemble à midi et de pousser un boulon ou de faire des actions qui sont finalement des actions ouvrières et manuelles, il n'y a aucune raison pour laquelle ça aurait des conséquences politiques, un accord de paix ou des choses de ce genre. Et il faut bien distinguer le plan de la coexistence et de la vie quotidienne et du travail quotidien et les problèmes fondamentaux, les réfugiés, Jérusalem, etc., etc. Il n'y a aucune garantie que des gens qui travaillent ensemble ou qui se connaissent s'entendent bien. C'est comme si vous disiez il y a des voisins dans une même maison, sûrement ils s'entendront bien, alors qu'on sait que les voisins ne font que s'entre-déchirer. Non, sur un autre plan, c'est bien, parce que ça donne du travail aux Palestiniens, ça réduit leur chômage, évidemment. Vous rejoignez là toute la question actuelle posée par Gaza. Gaza est une poudrière parce que les gens n'ont absolument ni à manger, ni à travailler, ni quoi que ce soit. Et c'est certain que c'est bien de donner du travail aux gens. Vous ne pensez pas que lorsque les gens travaillent, lorsque l'économie est plus florissante, lorsque on pense moins au terrorisme, on pense moins... Il y a moins de terrorisme, certainement. Mais là, vous me posiez une question, est-ce que ça a des conséquences sur éventuellement un jour un accord de paix ou non? La réponse est non. Ça a une influence sur le fait qu'il y a moins de terrorisme, certainement, quand les gens sont occupés, quand les gens ont du travail, quand les gens ont de quoi manger. C'est tout ce que l'armée dit. Et quand les gens se connaissent, à propos de Gaza. Quand les gens se connaissent, vous savez, c'est une accusation, c'est une réflexion qui est souvent faite souvent même aux gens de la gauche israélienne par des gens de la droite qui disent, les habitants par exemple des territoires, qui disent qu'ils connaissent mieux les Palestiniens que beaucoup de gens qui habitent dans le nord de Tel Aviv et qui sont favorables à un règlement du conflit et que leur proximité avec les Palestiniens, elle est bien plus proche. Mais je pense que cette théorie ne tient pas debout. Et regardez par exemple, c'est un bon exemple, les Juifs qui sont venus des pays d'Afrique du Nord ou qui sont venus des pays arabes. Certains ont pu penser qu'il serait un pont vers la paix parce que ce sont des gens qui connaissent les Arabes, qui ont vécu avec les Arabes, etc., alors que les Ashkénazes n'ont jamais vécu avec eux.
Or, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. C'était une minorité, Ilan. Les gens venus des pays d'Afrique du Nord qui, après ce qui s'est passé en Algérie ou dans d'autres pays, après les pogroms en Irak ou en Syrie, les pogroms anti-juifs sont revenus d'une forme de coexistence. Oui, mais quand vous regardez la situation actuelle aujourd'hui, là où vous trouvez le plus de propositions de paix, de concessions, de compromis, de conciliation, etc., c'est dans des milieux ashkénazes, disons de la bourgeoisie ashkénaze de la région de Tel Aviv, qui sont des gens qui ne connaissent pas les Arabes, qui ne les ont jamais rencontrés. C'est peut-être le problème. Et non, parce que pour en revenir à votre question, qui est une très bonne question, je ne crois pas que la proximité, le travail ensemble, le fait de se parler ou de se connaître, comment va ta fille, comment va ton fils, entraîne des conséquences politiques. Les conséquences politiques, pourtant, Ilan. C'est une idée agréable de penser comme ça. Ils se connaissent bien. Mais si je ne m'abuse, Ilan, ça ne marche pas. Si je ne m'abuse, l'un des grands principes du processus d'Oslo, dont on a marqué le 25e anniversaire il y a quelques semaines, c'était justement de créer un climat de confiance entre Israéliens et Palestiniens au début, de régler les petits problèmes au début. Et ensuite, après que ce climat de confiance se soit instauré, de régler les plus gros problèmes. C'est-à-dire qu'il fallait une forme de confiance. Cette confiance, elle ne vient que dans le dialogue, dans la discussion, dans le partage, enfin même dans on va dire une forme de proximité entre les deux parties. Alors, c'est ce que vous pensez, mais je ne crois pas je ne crois pas du tout dans cette théorie. Si c'était celle d'Oslo, elle était fausse, parce que en définitive, les parties en conflit, il y a un conflit entre la partie israélienne et la partie palestinienne. Les gens ont des demandes, des revendications, même des revendications minimales. Pour Israël, c'est la sécurité, certainement. Pour les Palestiniens, c'est d'avoir accès à une autodétermination ou d'autres choses. Ce sont des choses qu'il faut mettre sur la table. Ce n'est pas en mangeant un sandwich à l'heure du repas dans une usine où on travaille ensemble que ces problèmes seront résolus. Ce sont des problèmes fondamentaux. Mais est-ce que finalement, on le voit par exemple, même, et je reviens encore sur Oslo, mais sur ce qui s'est passé ces 25 dernières années, on parle de la fin du règne de Mahmoud Abbas. Et je me souviens que Yitzhak Rabin lui-même était opposé à faire venir de l'extérieur la direction de l'OLP pour négocier. Lui préférait négocier avec les gens de l'intérieur. Pourquoi avec les gens de l'intérieur? Parce qu'il connaissait mieux la réalité. Il y avait une plus grande proximité entre eux et les habitants de l'État d'Israël. C'était peut-être que ce qui a échoué à Oslo, c'est à cause de cela. Peut-être que finalement, on aurait pu, si on avait choisi un leadership de l'intérieur, des gens qui ont vécu avec les Israéliens, même si parfois ils ont partagé les mêmes, ils étaient en prison dans les prisons israéliennes et qui comprennent mieux la réalité israélienne ou la société israélienne, eh bien, ça aurait été peut-être plus facile lorsque ces gens-là seraient arrivés plus haut dans l'échelon, dans la hiérarchie palestinienne. Moi, je n'ai pas de controverse avec vous sur une chose, le fait que c'est bien, c'est même très bien qu'il y ait ces zones de travail en commun et que ce soit des choses qui donnent du travail, surtout à une population en chômage, qui la détourne de l'idée de faire des attentats, etc. Et je crois que c'est bien pour faire baisser le terrorisme. Ça, certainement. Maintenant, cette théorie selon laquelle, quand les gens se connaissent mieux, ils sont plus aptes à faire la paix, c'est une théorie qui ne me semble pas confirmée, ni par l'histoire, ni par les faits. On a cette idée que les gens qui vous sont plus proches, vous faites plus la paix avec eux, ne me paraît pas confirmée du tout dans l'histoire, dans n'importe quel conflit. La vraie solution arrive quand on pose les problèmes sur la table et qu'on les discute. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de négociation entre Israéliens et Palestiniens. Personne, au niveau justement du leadership, ne s'assoit à la même table.
Peut-être parce qu'il y a tellement de divergences de vues, tellement d'incompréhension de base. Non, pas d'incompréhension. Je crois les gens ne sont pas idiots. Je crois que le leadership israélien voit très bien ce que sont les revendications palestiniennes et vice-versa. Je crois que les Palestiniens voient très bien la continuation de la construction d'implantation dans les territoires, etc. Je crois que les gens ne sont pas idiots du tout. Ils voient très bien ce que la partie d'en face fait ou veut. Mais là encore, ce n'est pas parce que vous vivez dans le même immeuble que vous travaillez sur la même machine. Mais là, disons que nous ne vivons pas dans le même immeuble, mais nous vivons dans le même dans le même espace. Les Palestiniens sont là, ils vont pas partir. Pourquoi prenons l'exemple. Nous voulons Jérusalem tout entière. Je m'étonne parce que ça donne un sentiment un peu, c'est-à-dire... Non, pas du tout. Je pense que cette théorie que vous avancez n'est pas juste. Nous voulons, regardez, je vous montre quelque chose. Nous voulons Jérusalem. Les Palestiniens veulent avoir comme capitale Jérusalem-Est, y compris d'ailleurs l'esplanade des mosquées. Cette question, même si nous habitons, moi j'habite à 300 mètres des premiers Palestiniens à Jérusalem, même si nous habitons ensemble et achetons ensemble au Mashbir ou ailleurs, ce problème reste sur la table et il reste posé. Je pense que la plupart des gens de Barkhane, par exemple, des Palestiniens, ne veulent pas faire d'attentat. Je pense qu'ils désapprouvent le fait qu'on ait fait un attentat sur leur lieu de travail. Mais tout ceci n'entraîne pas la paix. Et c'est pourquoi il faut finir quand même cette discussion en disant que le plus important maintenant, c'est la reprise d'une négociation entre les leaders des deux côtés. C'est ça vers quoi il faut aller, parce qu'actuellement, nous en sommes au point mort et nous allons vers un État binational droit dans le mur. Y compris dans la situation actuelle d'absence de confiance, d'absence de lien quelconque entre Abbas et Netanyahou. À mon avis, vous avez une conception romantique de la politique dans laquelle, si les gens font comme... Non, moi, je pense pas avoir une conception romantique. Ezer Weizmann, le président d'Israël, qui ne s'est jamais entendu avec Yitzhak Rabin, lors de l'enterrement de Rabin, a dit « Nous avons mangé de bonnes choses ensemble et nous avons bu ensemble. » Bon, ce qui était ridicule. Le fait de manger ensemble et de boire ensemble ne résout pas les problèmes fondamentaux que les gens ont entre eux. Ce qui veut dire que quoi qu'il advienne, selon votre approche, quoi qu'il advienne, eh bien, si une paix doit intervenir, un autre leadership. Permettez-moi de vous dire que tant que vous aurez Mahmoud Abbas d'un côté et Netanyahou de l'autre, vous irez droit dans le mur vers un État d'Israël qui sera ou non juif, parce qu'il y aura une majorité d'Arabes, ou d'apartheid, c'est-à-dire de ségrégation, parce que nous ne voulons pas qu'à la Knesset, il y ait une majorité d'Arabes. Donc, c'est une question de leadership. Ce n'est pas une question de manger un sandwich kasher, bien sûr, ensemble, dans la zone de Barkhane. Écoutez, moi je suis un peu surpris. Je suis surpris par votre approche parce que je pensais que finalement la paix ça arrivait et je suis conscient, tout à fait, je ne suis pas naïf, mais je pensais que même dans l'approche de certains responsables idéologiques de la gauche israélienne, eh bien la paix parvenait aussi par la discussion. Elle commençait par un dialogue, par une discussion, par une fréquentation, une meilleure connaissance l'un de l'autre. C'est une conception romantique des choses. Ah, eh bien peut-être, effectivement. Donc ça nous laisse finalement sur le fond très pessimiste pour l'avenir en tout cas, parce qu'on est bien loin de ça. Pour l'instant, si vous êtes très optimiste pour l'avenir, à mon avis, vous avez pris quelque chose, un remontant ou quelque chose comme ça. Non, je suis pas très optimiste. Je reste très réaliste. Ne vous en faites pas, Ilan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir permis de discuter sur ce sujet des zones industrielles et de leur rôle dans le rapprochement ou non des Israéliens et des Palestiniens. Merci, Ilan. Voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita. Nous marquons une petite pause, un jingle tout simplement, et puis la revue de la presse et des médias israéliens.